Merci Laura. Gilles Pinson est professeur à Sciences Po Bordeaux, fait ses recherches au centre Émile Durkheim actuellement. Mais surtout, s'il est là pour cette séance inaugurale des séminaires d'IMU, c'est parce que c'est l'un des fondateurs du LabEx IMU, il y a fort longtemps, plus de 10 ans maintenant. Et ce qui explique voilà, que nous sommes très très heureux de l'accueillir pour inaugurer ce cycle de conférences qu'on espère va durer. Et il va nous parler d'un problème qui nous concerne tous, c'est toute la question du néolibéralisme et de la ville néolibérale, je vais finir par le dire. Et, euh, et en rapport évidemment avec l'ouvrage qui vient de sortir sur la question. Et son exposé va à la fois exposer la question de ce que c'est que le néolibéralisme, l'origine du concept, ce qui paraît extrêmement important et qu'il a fait, me semble-t-il, vraiment très, 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 très bien. Et puis, l'origine et puis la critique de ce concept, et notamment ce qui est très intéressant dans son ouvrage, en tout cas m'a-t-il semblé, c'est la critique de la mobilisation scientifique de ce concept. Voilà. C'est à cela que cette conférence va être occupée. Donc, Gilles, évidemment, on te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de cette séance voilà, de départ. Et puis, on te laisse la parole. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Yves, et puis merci à toute l'équipe du LabEx Intelligence et Mondes Urbains de m'avoir donné l'occasion de présenter ce bouquin. Donc, comme l'a dit Jean-Yves, ce bouquin il est paru en août dernier. En fait, il est le fruit d'une longue réflexion et d'échanges prolongés avec les travaux sur la ville néolibérale qui théorise la néolibéralisation des politiques urbaines et de la gouvernance urbaine. Ce travail a notamment commencé lorsqu'en 2012, avec Christelle Morel-Journel, nous avions organisé un colloque de lancement du Master Alterville qui était justement consacré à cette théorie qui avait 10 ans d'âge, puisque vous verrez qu'elle apparaît à peu près autour des années 2000. Et donc, voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai nourri mes réflexions, construit mes réflexions sur ce cadre théorique qui, vous allez le voir, me semble à la fois tout à la fois très stimulant et en même temps comporter un certain nombre de limites. Alors, ce qui m'a interpellé déjà lorsque j'ai voulu commencer à travailler sur cette question de la ville néolibérale, c'est que c'était une thèse qui devenait totalement hégémonique dans les études urbaines internationales. En témoigne ici un certain nombre de publications qui sont parues depuis le début des années 2000. Alors, avec Christelle, nous avons participé à cette débauche de travaux sur la question du néolibéralisme, mais avec une approche un peu plus critique. Alors, cette thèse, vous allez le voir, elle est développée avant tout par des géographes, même si dans le monde anglo-saxon, d'où vient cette théorie, les barrières disciplinaires sont moins importantes. Elle est plutôt développée par des géographes, mais aussi par des sociologues et des politistes. Et en fait, ces géographes ont la particularité de venir beaucoup de la géographie économique, la géographie urbaine, et ont aussi en commun d'avoir plutôt commencé à penser le changement dans les politiques urbaines par le prisme du passage du Fordisme au post-Fordisme. Parfois aussi du passage de la modernité à la postmodernité. Et c'est uniquement vers les années 2000 qu'on voit rentrer en scène la thèse du néolibéralisme. C'est-à-dire que ces auteurs passent d'une approche qui était plutôt centrée sur l'analyse du changement urbain, s'intéressant notamment à des variables économiques, technologiques, à des variables plus politiques. Alors, pour donner une définition rapide, sur laquelle je reviendrai, de la néolibéralisation, on peut retenir 4 éléments. Donc, la néolibéralisation, c'est une logique de marchandisation à la fois de tout un ensemble de biens qui constituent la ville, mais aussi des relations sociales, les rapports sociaux dans la ville. La néolibéralisation, c'est la prime accordée aux régulations marchandes dans la fabrication et la gouvernance de la ville.
Alors, ça va se traduire notamment par la valorisation de la privatisation, des partenariats publics-privés, la dérégulation d'un certain nombre de secteurs. Alors, plus globalement, la néolibéralisation se traduit aussi par la valorisation de la concurrence, de l'éthos de marché, de la discipline de marché dans la régulation des rapports sociaux. Et alors, ce qui est aussi important, et c'est le quatrième point sur lequel je veux insister dans cette définition première, c'est que contrairement à une vulgate qui considère que la néolibéralisation ou la libéralisation, c'est le retrait de l'État, à l'inverse, les théories de la néolibéralisation font de l'État, des administrations, des acteurs politiques et institutionnels, des acteurs centraux dans l'affirmation de ces régulations marchandes et la généralisation de l'éthos de la concurrence. Alors, dans cette présentation, je vais d'abord essayer de clarifier un peu ce qu'on entend par néolibéralisme et voir ce qui est un peu nouveau par rapport au libéralisme notamment. Ensuite, je m'attarderai sur un certain nombre d'interprétations du néolibéralisme qui sont disponibles dans la littérature en sciences humaines et sociales et dont vont se servir nos géographes qui ont largement théorisé la ville néolibérale. Puis je reviendrai sur trois ensembles de thèses sur la ville néolibérale avant de procéder à une critique sympathique de ces théories. Alors, commençons donc par la question des rapports entre libéralisme et néolibéralisme, et voyons ce qu'il y a de nouveau dans ce néolibéralisme. Alors, ce qu'on peut retenir du libéralisme classique, à la fois politique et économique, c'est cette idée que le pouvoir de l'État doit être limité, que l'arbitraire de l'État doit être limité pour laisser la place aux libertés individuelles qui sont parées de toutes les vertus sur le plan à la fois politique, éthique, mais aussi économique. Alors, en fait, le néolibéralisme naît de ce fond libéral. Et la critique qui est faite par les néolibéralismes au libéralisme classique, c'est que ce libéralisme a valorisé notamment les mécanismes de marché, les libertés individuelles, mais n'a pas suffisamment réfléchi à la manière dont l'État pouvait défendre ces institutions de marché, défendre ces mécanismes de marché. Et en fait, le néolibéralisme naît dans l'entre-deux-guerres, justement au moment où bien à la fois l'économie soviétique, la planification soviétique, mais aussi le New Deal américain et l'économie de guerre nazie sont autant d'évolutions qui montrent la fragilité des institutions classiques du libéralisme, c'est-à-dire les mécanismes de marché. Et donc, on commence à réfléchir à la manière dont l'État pourrait venir, à travers des outils constitutionnels, juridiques, protéger le marché. Alors, ces préoccupations, elles ont d'abord une traduction dans le monde germanique, hein, à travers l'ordolibéralisme. Alors là, l'idée, c'est plutôt d'essayer de voir comment on peut protéger un certain nombre d'institutions vitales pour l'épanouissement du libéralisme économique, notamment les libres marchés, l'existence d'une véritable concurrence, la sincérité de la monnaie, la vérité des prix. Et ça donne lieu aux réflexions des ordolibéraux qui commencent à réfléchir à la manière dont on pourrait protéger la monnaie des manipulations politiques, de l'intervention trop forte de l'État, comment on pourrait rendre les banques centrales indépendantes, comment on pourrait également limiter les déficits publics qui risquent de faire courir des risques d'inflation. Mais dans l'ordolibéralisme allemand, ce qu'il faut noter, c'est que ces principes d'intervention de l'État pour protéger le marché ne font pas néanmoins du marché et des mécanismes de marché des principes moraux supérieurs. Hein. On a toujours une volonté d'encastrer les mécanismes de marché dans une économie morale, comme l'économie sociale de marché à l'allemande. Et en fait, c'est uniquement avec le néolibéralisme version nord-américaine, incarné notamment par Friedrich von Hayek et Milton Friedman, qui sont tous les deux à l'université de Chicago, que véritablement on voit une mue du néolibéralisme vers une approche beaucoup plus agressive qui fait du marché le principe de base de l'organisation des sociétés et qui en fait des mécanismes plus moraux et plus efficaces que tous les autres mécanismes comme la planification, comme la régulation publique, etc., etc. Donc le marché devient un ordre moral et social supérieur que l'État se doit non seulement de protéger, mais de promouvoir. Voilà. Et donc, ça va se traduire notamment par tout un tas de politiques de réduction de la dépense publique, de réduction des déficits publics, tout un tas de politiques de dérégulation qui lèvent les entraves imposées par les États sur le fonctionnement des marchés. Et dans certains cas, comme notamment dans le Chili de Pinochet, eh bien, ces mécaniques-là, ces mécanismes de marché-là sont imposés, y compris à travers l'intervention d'un État
autoritaire. Et donc, on voit bien que dans ce néolibéralisme, la question des libertés individuelles, elle est beaucoup moins importante que l'enjeu de la liberté laissée au marché et aux mécanismes de marché. Alors, donc voilà ce qu'on peut dire sur le néolibéralisme. Voyons maintenant comment il a été interprété, parce que c'est important, vous verrez, pour comprendre un peu les théories de la vie néolibérale. Alors, grosso modo, il y a 3 manières dans la littérature de sciences sociales de conceptualiser le néolibéralisme. Il y a d'abord une lecture marxiste qui voit dans le néolibéralisme un projet de classe et une économie politique. Alors, cette approche, elle est incarnée notamment par le géographe David Harvey, hein, qui voit dans le néolibéralisme tout simplement l'affaire d'une restauration d'un pouvoir de classe, celui des classes possédantes qui se sont senties spoliées par le développement notamment de l'État-providence dans les 30 glorieuses. Et en fait, le néolibéralisme, c'est tout simplement l'application par ces classes ces classes possédantes, d'un programme consistant à récupérer ce qu'elles avaient concédé lors des 30 glorieuses, et donc de mettre en place ce qu'il appelle un mécanisme d'accumulation par la dépossession, c'est-à-dire de reprendre un certain nombre de biens, de droits sociaux concédés notamment à la classe ouvrière. Et donc le néolibéralisme, c'est la captation par ces groupes possédant des politiques de l'État au profit d'une politique consistant à restaurer un welfare to capital qui viendrait se substituer au welfare to people. Donc voilà clairement une logique de classe derrière le néolibéralisme. Alors il y a une autre lecture qui est méthodologiquement et épistémologiquement un peu différente, hein, enfin assez nettement différente, c'est la lecture bourdieusienne, qui, au moyen notamment d'enquêtes plus approfondies dans les administrations de l'État, dans l'observation d'un certain nombre de politiques publiques, va montrer que le néolibéralisme, c'est pas uniquement l'affaire d'une confrontation entre des classes. Dans ces confrontations entre ces classes, il y a un médiateur essentiel qui est l'État. Et au sein de cet État, vous avez des segments un peu concurrents qui vont s'affronter. Et la bascule néolibérale s'explique notamment parce qu'au sein des appareils d'État, eh bien, des professions et des options idéologiques favorables à la libération des mécanismes de marché vont l'emporter sur ceux qui étaient plutôt favorables à des régulations publiques fortes. Voilà, donc c'est notamment Yves Dezallet qui a documenté ça, et puis Loïc Vacan, lui, s'est plutôt intéressé à la dimension pénale de cette bascule, et il montre comment, eh bien, au sein de l'appareil de l'État, un certain nombre d'acteurs plus favorables au développement de la main droite de l'État, hein, celle qui réprime et qui surveille, vont l'emporter contre ceux qui défendent plutôt la main gauche de l'État. Et puis vous avez une troisième interprétation du néolibéralisme, qui est la lecture foucaldienne. Alors ici, on ne s'intéresse pas tellement à la question de savoir quelle est la généalogie du néolibéralisme, qui l'a porté, quels sont les groupes sociaux qui portent cette bascule idéologique. Il s'agit ici plutôt de constater que le néolibéralisme, c'est une forme nouvelle de gouvernementalité. C'est-à-dire que le néolibéralisme ne s'actualise, ne se matérialise que par un ensemble de techniques de gouvernementalité, de pratiques de gouvernementalité, dont il est peu utile d'aller chercher une paternité claire, hein, parce que en gros, ça vient de partout, ça exude de tout le corps social, et ça contribue notamment à fabriquer de nouvelles subjectivités, et notamment ça participe, cette nouvelle forme de gouvernementalité, à réguler la société en faisant de chaque individu, chaque territoire, un acteur de sa propre existence, le responsable de son propre sort. Et donc, tout ça va transformer radicalement la manière dont les individus se considèrent eux-mêmes, la manière dont ils interagissent entre eux et dont ils interagissent avec l'État. Donc, le néolibéralisme, ce serait comme une espèce de bain culturel dans lequel nous baignerions tous, ou un bain de biopouvoir dans lequel nous baignerions tous, et dans lequel il n'y aurait pas véritablement d'extérieur. Alors, toutes ces approches du néolibéralisme vont être un petit peu articulées, mixées par la géographie critique, la géographie radicale, incarnée notamment par Neil Brenner, hein, professeur aujourd'hui à Chicago, qui vont faire une espèce de synthèse et qui vont articuler un peu ces différentes approches. Alors, ils articulent notamment la lecture matérialiste et marxiste, hein. Le néolibéralisme procède d'une transformation des rapports
des modes et des lieux de production, procède d'une modification des rapports de force entre les classes, procède aussi d'une évolution dans les modes d'organisation de la production, du Fordisme au post-Fordisme. Donc effectivement, il y a une lecture qui emprunte à une lecture structuraliste et matérialiste de la néolibéralisation. Ils vont aussi faire une place à la lecture constructiviste qui est empruntée aux travaux inspirés par Pierre Bourdieu. Le néolibéralisme, c'est pas une opération du Saint-Esprit ou c'est pas uniquement quelque chose qui procède de transformation économique et technologique. C'est quelque chose qui est aussi médié par l'intervention de l'État et par la transformation des politiques publiques. Et puis enfin, ils intègrent aussi les approches foucaldiennes en insistant aussi sur le fait que le néolibéralisme, donc, comme il est partout, il prend des formes extrêmement variables selon les pays. Donc, il n'y a pas de forme pure et unique du néolibéralisme. Il n'y a que ce qu'ils appellent des actually existing neoliberalisms qui varient en fonction de l'héritage des institutions, des rapports sociaux qui existent dans tel ou tel pays. Et donc voilà, il n'y a pas de forme pure, on n'a que des formes actualisées et variées selon les pays de néolibéralisme. Et puis, ils insistent aussi sur la question des subjectivités et aussi sur l'idée que le néolibéralisme est une réalité sans extérieur et sans paternité ou maternité très claire. Alors, de cette armature épistémologique et théorique vont sortir un certain nombre de thèses sur la ville néolibérale ou sur la néolibéralisation de la ville et des politiques urbaines, que je vais essayer de présenter ici en 3 thèses principales. Alors, d'abord, ce qui permet d'objectiver la néolibéralisation des villes, c'est la néolibéralisation des politiques urbaines, de l'urbanisme. Alors, ça se traduit comment? Alors, ça se traduit d'abord par un démantèlement du compromis fordiste et son impact sur les villes. Toujours avoir en tête que, bon, j'ai affaire à des experts ici, mais qu'en gros, les politiques urbaines dont on hérite au début des années 70 sont des politiques largement marquées par le développement du welfare state, et même les premières politiques urbaines nées à la fin des années du 19e siècle sont des politiques fondées quand même sur l'idée de régulation forte et de redistribution. Bon, eh bien, les choix politiques macroéconomiques qui vont être faits au niveau national vont avoir des effets directs sur les villes, et notamment l'idée de déréguler un certain nombre de marchés, le choix fait de désindustrialiser, le choix fait d'ouvrir les vannes du libre-échange vont avoir un effet direct sur les villes, puisque les villes, à l'époque, sont essentiellement dans le nord des villes industrielles. Et donc, les choix en matière macroéconomique au niveau national vont avoir des effets en termes de désindustrialisation, de tertiarisation, puis par la suite de financiarisation, avec tous les effets en chaîne sur les structures sociales, les rapports entre groupes sociaux et professionnels dans les villes. Et ça va se traduire aussi par un certain nombre de pressions exercées par les gouvernements centraux sur les gouvernements locaux. Pour mettre en œuvre leurs programmes néolibéraux, les gouvernements, notamment britanniques et états-uniens, vont faire pression sur les gouvernements urbains pour qu'ils limitent la voilure des welfares urbains. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que les gouvernements locaux soient contraints de limiter leurs prestations en matière sociale, en matière de logements sociaux, par exemple. Alors, dans un premier temps, si on lit les travaux sur la néolibéralisation des politiques urbaines, la conversion néolibérale, elle est plutôt contrainte, elle est plutôt subie par les gouvernements locaux. Et puis, progressivement, cette conversion, elle va être largement consentie par les maires, par les responsables des politiques urbaines, pour une raison assez simple, pas aussi simple que ça, mais c'est-à-dire qu'elle offre de nouveaux rôles aux édiles. Elle offre de nouvelles manières de concevoir son rôle pour un maire. Alors, du coup, assez rapidement, les villes ne sont plus uniquement contraintes de se lancer dans des agendas néolibéraux, mais elles vont elles-mêmes innover en la matière. Alors, ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire notamment par une obsession pour la croissance, souvent résumée à la croissance des marchés immobiliers. Ça va se traduire par des politiques consistant à assurer un good business climate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, dans le contexte américain, ça va offrir un territoire libre de toute contrainte syndicale, par exemple, pour les investisseurs. Un peu partout ailleurs, ça va se traduire par des politiques urbaines consistant à dérisquer l'investissement immobilier, soit en prenant en charge la réalisation d'équipements publics, d'aménagement de l'espace public, soit en offrant des avantages fiscaux.
Ça va se traduire aussi par des politiques urbaines qui de plus en plus sont obsédées par la croissance et sont obsédées aussi par l'attraction des groupes sociaux qui sont supposés être à l'origine de la croissance et de la prospérité des villes. Alors selon les époques, ce sont les cadres. Aujourd'hui, c'est davantage les classes créatives. Mais en tout cas, alors que les politiques urbaines avaient plutôt tendance à se penser comme des politiques ayant vocation à satisfaire les besoins de groupes sociaux étant présents dans la ville, de plus en plus, ces politiques urbaines sont pensées en fonction des besoins et des aspirations des groupes sociaux qu'on veut faire venir dans la ville. Voilà. Alors tout cela se traduit aussi par les réorganisations de l'urbanisme autour de grands projets, c'est-à-dire que alors que l'urbanisme était plutôt une profession et un exercice professionnel fondé sur la régulation du droit du sol, de plus en plus, l'urbanisme est plutôt conçu comme quelque chose qui doit positionner la ville dans une compétition territoriale, d'où la débauche d'un certain nombre de grands projets urbains dont on a un certain nombre d'exemples à Nantes, en France, avec des projets comme Euroméditerranée à Marseille, Euro-Atlantique à Nantes, à Bordeaux, pardon, ou encore Confluence à Lyon. Et puis, bon, on pourrait poursuivre la litanie des politiques qui sont transformées par la conversion néolibérale, parler par exemple de l'enrôlement de la culture dans les stratégies d'attractivité. Nantes, là, offre une parabole assez intéressante. Ça se traduit aussi par une résidualisation des dépenses sociales. Alors, par exemple, le logement social n'est plus du tout considéré comme le logement pour tous, mais de plus en plus comme un logement de filet de sécurité pour ceux que les effets de ruissellement ne touchent plus. Voilà. Donc, tout un ensemble de secteurs des politiques urbaines sont touchés par la néolibéralisation. Alors, il y a une deuxième dimension dans ce tournant néolibéral, qui est l'urbanisation du néolibéralisme. Alors, j'ai parlé dans un premier temps de néolibéralisation de l'urbanisme. Alors, il y a une petite pirouette qui n'est pas de moi, qui est de Neil Brenner et de ses copains, consistant à dire qu'à côté de cette néolibéralisation de l'urbanisme qui tombe sous le sens d'une certaine manière, il y a aussi une urbanisation du néolibéralisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, les villes deviennent des écosystèmes privilégiés de l'expansion des logiques du néolibéralisme. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, grosso modo, pendant très longtemps, on a considéré que la ville, c'était pas forcément un lieu de destination des logiques d'investissement. Henri Lefebvre disait qu'il y avait un circuit primaire du capitalisme qui était celui qui nourrissait l'investissement dans l'industrie. Et puis il disait il y a des pays un peu bizarres comme les pays du sud de l'Europe où il y a un secteur du capitalisme qui est particulièrement actif, qui est ailleurs secondaire mais qui est assez primaire dans ces pays-là. C'est le domaine de l'immobilier. Et Henri Lefebvre avait plutôt tendance à dire que c'était un cas exceptionnel. Bon, en fait, avec la néolibéralisation, ce qui était le circuit secondaire devient quasiment un circuit primaire. C'est-à-dire que les investissements immobiliers ne vont plus, enfin, l'investissement ne va plus en dernier recours vers les marchés urbains. Les villes étant des lieux où se concentrent de plus en plus les élites sociales, les mécanismes de développement économique, l'innovation, les villes étant par ailleurs débarrassées des nuisances de l'industrie de plus en plus, eh bien, les marchés urbains sont des marchés de plus en plus juteux. Et donc, le néolibéralisme qui a généré la financiarisation notamment, trouve dans les villes un lieu d'épanouissement privilégié. Enfin, j'en viens à une troisième série de thèses qui est développée par ces travaux, qui développe plutôt l'idée du néolibéralisme comme nouvel ensemble de règles du jeu politique dans les villes. Et donc ces travaux parlent aussi d'une gouvernementalité urbaine néolibérale. Donc la politique urbaine dans son ensemble est affectée par la néolibéralisation. Alors là, j'insisterai sur trois éléments. Mais dans les trois cas, l'idée, c'est que dans les rapports entre les acteurs du gouvernement urbain, on a une logique de plus en plus de compétition qui s'impose. Alors, le premier signe, c'est par exemple les transformations des rapports sous l'effet du néolibéralisme entre l'État et les gouvernements urbains. Alors, c'est par exemple exemplifié par les travaux de Renaud Epstein sur le gouvernement à distance, avec cette idée qu'on se passerait de plus en plus de rapports entre l'État et les gouvernements urbains qui étaient fondés sur des transferts financiers
accordés aux gouvernements locaux en fonction de critères objectifs de dénuement ou de richesse fiscale. De plus en plus, on voit un État qui a tendance à verser plus à ceux qui ont déjà beaucoup. Je crois que c'est à Lyon qu'on avait entendu dire un représentant du ministère de l'Éducation nationale quand il était venu présenter, je ne sais plus si c'était le plan campus ou le premier épisode du Grand Emprunt, qui disait on va arroser là où c'est déjà mouillé. Bah, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, l'État, plutôt que de donner aux plus nécessiteux, va donner aux plus méritants, et notamment à ceux qui sont capables de mieux intégrer la logique de compétition territoriale, donc d'avoir un projet. Et ça se traduit par notamment cette technique d'allocation compétitive des ressources qu'on va retrouver dans tout un tas de politiques urbaines. L'autre aspect de cette gouvernementalité urbaine néolibérale, c'est la tendance de plus en plus nette à cadrer, à réglementer, à réguler, à gouverner les conduites des individus, à discipliner les conduites des individus dans la ville. Alors c'est Wendy Brown notamment qui dit, très inspiré par Foucault, qui dit que voilà, le néolibéralisme, c'est pas uniquement une économie politique, c'est aussi une morale, c'est un ensemble de préceptes moraux visant à discriminer les mauvaises et les bonnes conduites et à créer de nouvelles subjectivités. Et certains voient dans un certain nombre de politiques publiques, de dispositifs matériels qu'on voit dans les villes aujourd'hui, une tendance à valoriser un certain nombre de conduites et à dévaloriser d'autres types de conduites. Alors, les conduites qui sont valorisées sont les conduites entrepreneuriales, consuméristes, les pratiques de mobilité, d'hypermobilité. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Et les pratiques qui sont dévalorisées, c'est celles de l'assistanat, du militantisme, de l'immobilité. Alors, il y a plein d'exemples dans la littérature plutôt anthropologique et sociologique, notamment les travaux de Malcolm Voice sur les centres commerciaux australiens, où il démontre bien comment le centre commercial, le mall, est devenu un espace public comme un autre, à défaut d'espace public vraiment public et à ciel ouvert, où la régulation des comportements a tendance à valoriser la mobilité, la consommation et à réprimer au contraire le fait de flâner sans consommer, le fait de rester, de squatter à une table de bar pendant une demi-journée, etc., etc. Et puis, alors, dernier élément de cette gouvernementalité urbaine néolibérale, c'est ce que certains appellent le virage post-politique et illibéral de la gouvernance urbaine. Alors là, c'est l'ensemble des travaux qui montrent comment, au nom de l'impératif de compétition territoriale, de compétitivité territoriale, au nom de l'enjeu de la croissance, qui est un enjeu supérieur, tous les autres enjeux sont évacués et tous ceux qui portent d'autres types d'enjeux ont tendance à être évincés des espaces de décision et parfois représentés comme étant des agents subversifs, criminels, voire terroristes. Et tout ça procède d'une manière plus générale d'une espèce de forclusion du politique et du fatum conflictuel qui va avec la politique. Alors ça se traduit notamment de manière très concrète par des phénomènes d'évasion institutionnelle. Pour échapper à des instances où justement une diversité de groupes sociaux sont capables de s'exprimer, une diversité de partis politiques sont capables de s'exprimer, tels que par exemple les instances élues des conseils municipaux, on a une tendance de plus en plus nette, alors c'est très net par exemple en Grande-Bretagne, à confier les rênes des politiques urbaines à des espèces d'instances ad hoc, des instances de gouvernance métropolitaine, par exemple, associant des grands élus, des représentants du secteur économique, des représentants de grandes agences techniques, etc. Et en évinçant les élus municipaux. Voilà. Donc, on parle d'évasion institutionnelle, c'est-à-dire que les processus de décision effective migrent depuis des instances publiques et élues vers des instances où, au contraire, on peut discuter entre personnes raisonnables et entre acteurs réels, entre acteurs ayant un vrai pouvoir d'influence, des orientations à donner aux politiques urbaines. Alors, beaucoup voient dans la gouvernance métropolitaine et dans son caractère très opaque, échappant, alors vous à Lyon vous avez une exception, mais échappant au regard du public et au regard des assemblées, eh bien justement un exemple parfait de cette logique d'évasion institutionnelle et de volonté de dépasser les contraintes et les entraves liées au fonctionnement démocratique.
Voilà un peu ce qu'on peut dire. J'ai été très synthétique et beaucoup trop rapide, mais en gros, ce qu'on peut trouver dans cette littérature sur la ville néolibérale. Alors, je voudrais terminer par une critique que je vais essayer de faire aussi vite que possible de ces travaux. Alors, je précise tout de suite, hein, je le dis dans le bouquin, c'est une critique sympathique émanant de quelqu'un qui est plutôt un sceptique, mais un sceptique assez séduit par ces travaux. Alors, je ne sais pas si je suis séduit, mais sceptique. Enfin, bon, en tout cas, il y a quelque chose qui me semble particulièrement stimulant dans ces travaux. Alors, c'est notamment la réintroduction de la structure du capitalisme dans les études urbaines. Alors, pour vous donner un peu des éléments autobiographiques, moi, je commence ma thèse au début de la fin des années 90. Alors, je ne sais pas si j'arrive en plein moment du refoulement du structuralisme dans les sciences sociales. Je viens un peu après, mais enfin, j'en sens toujours à l'époque les effets parce que effectivement, on ne parle plus de capitalisme, on parle beaucoup d'agents, on parle beaucoup d'interactions. Mais voilà, l'évocation du capitalisme, de la structure est largement exclue à l'époque. Alors sans doute parce qu'il faut expier les errements de la sociologie urbaine marxiste. Mais en tout cas, on ne trouve plus ça. Et j'ai trouvé, moi, quand j'ai commencé à découvrir ces travaux, qu'il y avait quand même une respiration et qu'enfin, je pouvais connecter des choses que j'observais, la transformation des villes, leur nouvelle place dans la vision internationale du travail avec des phénomènes plus globaux. Et à l'époque, ces explications, je les trouve pas dans les travaux français de sociologie urbaine ou encore moins de sciences politiques. Voilà, je les trouve à l'époque plutôt dans ces travaux anglo-saxons. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors, sauf que voilà, on refait de l'économie politique, mais sans doute que ces travaux reprennent les vieux défauts de l'économie politique marxiste qui fait beaucoup de place à l'économie et pas beaucoup aux politiques. Mais néanmoins, il y a quand même ce mérite. Deuxième mérite, c'est la sophistication théorique, notamment la place qui est faite à l'État, la place qui est faite aux politiques publiques dans ces évolutions. Voilà, l'État n'est pas prisonnier de cette logique néolibérale. Il n'en fait pas uniquement les frais, il n'en est pas uniquement la victime. Il en est un protagoniste essentiel. Et on peut dire la même chose des gouvernements urbains. Donc ça aussi, je trouve ça plutôt intéressant. Et puis, il y a aussi cette idée de la variété des formes et des processus de néolibéralisation. Voilà, de la même manière qu'il y a une variété des capitalismes, il y a de fortes chances qu'il y ait une variété aussi des formes de néolibéralisation selon qu'on se trouve en Italie, en France, au Chili ou aux États-Unis. Donc voilà, tout ça plaide, me semble-t-il, pour qu'on ne se débarrasse pas de la notion, mais qu'en même temps, on lui fasse une place, mais une place qui ne soit pas forcément omniprésente. J'y viens par la suite. Alors, pour revenir à la critique proprement parlée, je pense que d'abord, il y a des critiques qu'on peut faire sur le plan descriptif. C'est-à-dire que la théorie de la néolibéralisation, c'est une théorie descriptive qui donne à voir une évolution, qui livre un paysage des politiques urbaines, qui livre un paysage des régulations urbaines. Or, moi, quand je compare ce que je lis à ce que je vois, notamment sur les cas que je connais le mieux, le cas français et italien notamment, je ne vois pas toujours de signes évidents d'une réaffectation massive et généralisée des dépenses publiques dans les villes. Je ne vois pas non plus de signes massifs de déréglementation. Voilà. Je ne vois pas non plus de conversion intégrale des agendas urbains. C'est-à-dire que certes, la compétition, l'attractivité a fait son apparition, mais elle n'est pas du tout exclusive du maintien d'un certain nombre de préoccupations comme la cohésion sociale, la redistribution, etc., etc. Et on peut dire la même chose, notamment dans des rapports entre l'État et les collectivités. Renaud Epstein le reconnaît lui-même, c'est-à-dire qu'il y a des pans de l'action de l'État qui sont concernés par l'allocation compétitive des ressources, puis en même temps, vous avez les mécanismes, par exemple, de péréquation fiscale qui sont éminemment redistributifs et qui ne disparaissent pas. Voilà. Donc, je pense moi, j'aime bien reprendre l'idée qu'avait formulée Dominique Laurin dans un chapitre de l'ouvrage collectif qu'on avait dirigé avec Christelle Morel-Journel. Certes, il y a un flux de réformes néolibérales, de changements dus au néolibéralisme, mais pour autant, ce flux ne change pas l'ensemble du stock des institutions urbaines. Et quand on parle d'institutions, on parle voilà, de sédimentation institutionnelle, de choix, de paramètres qui ont été fixés au préalable et qui ne se bousculent pas, qui ne se bouleversent pas du jour au lendemain. Voilà. Et de manière générale, le problème dans ces travaux, c'est qu'ils partent d'une description qui est très adaptée, en fait,
aux expériences anglaises et américaines, et qui est plaqué de manière un petit peu générique, malgré les professions de foi sur la sensibilité à la diversité, qui est plaqué de manière somme toute assez uniforme sur tout un ensemble de terrains. Or, je pense que c'est une erreur de considérer que le néolibéralisme marque partout et de manière massive les choix en matière de politique urbaine. Alors, deuxième type de limites, c'est les limites analytiques. C'est-à-dire que en quoi est-ce que la néolibéralisation est un bon outil d'analyse ou un outil d'analyse efficace, pertinent pour comprendre le changement urbain. Alors, d'abord, ce qui est un peu problématique dans ces travaux, et ça, on voit c'est le produit aussi de la volonté d'absorber tout, de faire à la fois du Bourdieu, du Foucault et du Marx, c'est qu'il y a une tendance à ne jamais complètement définir le terme de néolibéralisation, les processus de néolibéralisation. Dans ces travaux, vous verrez qu'il y a toujours des essais de définition, mais qui sont assortis d'avertissements consistant à dire, mais de toute façon, ça sert à rien de définir de manière générique et standardisée le néolibéralisme. La néolibéralisation, c'est un processus amorphe, multiprotéiforme, qui n'a pas de coordonnées fixes, qui est un ensemble de Mobile Calculative Techniques of Governing, donc quelque chose qui est éminemment mouvant. Bon, très bien, pourquoi pas, mais c'est compliqué quand même, d'un point de vue scientifique, d'attribuer tous les changements urbains à un phénomène que vous avez au préalable très vaguement défini. Bon, donc ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est que le fait de faire du néolibéralisme ou de la néolibéralisation une variable indépendante qui soit à la fois omniprésente, c'est-à-dire présente dans toutes les manifestations du changement urbain, et omnipotente. Alors ça, j'emprunte ça à Clark, sociologue australien, je crois. Voilà, il y a cette tentation de tout expliquer avec un seul mécanisme ou une seule cause, et à une tendance parallèle à obérer toutes les autres causes du changement urbain. Voilà. On peut considérer que dans les transformations des politiques urbaines, il y a beaucoup de choses qui est due aux logiques de rationalisation propre aux politiques publiques, qui a aussi beaucoup qui est dû au changement social, aux mouvements sociaux, à la concurrence entre les professions impliquées dans le tissu urbain. Alors moi, j'utilise beaucoup l'exemple que j'avais pris dans ma thèse, le projet urbain. Le projet urbain, alors certes, quand on regarde le projet urbain sous la forme Île de Nantes ou Confluence, c'est sûr qu'on peut voir la trace du néolibéralisme. Mais quand on regarde d'un peu plus près, les théories du projet urbain en France, elles émergent beaucoup de la concurrence entre les professions impliquées dans la fabrique urbaine et dans la théorisation de l'urbanisme, que sont par exemple les ingénieurs, les architectes, etc., etc. Donc voilà, tout ne peut pas être expliqué, me semble-t-il, par cette variable indépendante omnipotente que serait la néolibéralisation. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'en débarrasser, mais je pense tout simplement qu'il faut lui faire sa juste place dans des cadres analytiques où elle pourrait être elle pourrait être coprésente, cette variable indépendante, avec d'autres types de variables, que serait la rationalisation des processus de politique publique, que serait ici le clientélisme, l'absorption de la critique artiste par les politiques urbaines, que sais-je encore. Enfin voilà, je pense qu'on peut tout à fait intégrer la néolibéralisation sans forcément lui faire une place à part, suprême, dans les cadres d'analyse. Et puis je termine, pardon, alors il faudrait que je revienne. Pardon, je terminerai par des critiques normatives. Alors ça peut paraître bizarre de faire des critiques normatives, mais ça me semble justifié parce que, en fait, ces théories revendiquent souvent le fait des théories militantes ayant vocation à armer la résistance, les mouvements sociaux, etc., etc. Or, justement, si on se place de ce point de vue de l'utilité politique de ces théories, on peut aussi avoir un certain nombre de doutes. Voilà. Alors, notamment si on se place d'un point de vue de gauche, d'islamo-gauchiste académique, on peut notamment avoir des doutes sur le fait que les théories de la néolibéralisation servent vraiment un projet progressiste ou un projet de gauche pour transformer les villes. Bon. Alors, d'abord, je vais commencer par peut-être les éléments qui sont les plus polémiques, mais il y a une tendance dans ces travaux
à confondre un peu mécanisme de marché, capitalisme, néolibéralisme. Or, on peut penser que dans certaines configurations, la réintroduction de mécanismes de marché qui ne sont pas équivalentes au capitalisme ni au libéralisme peut avoir des effets libérateurs, peut avoir des effets émancipateurs sur certains groupes sociaux. Bon. Alors, il y a des travaux, par exemple, d'Appadurai sur le cas indien, où ils montrent que dans certains cas, quand les politiques publiques échappent partiellement aux partis politiques, à l'administration et qu'on réintègre des mécanismes de marché, ça peut avoir des effets libérateurs sur un certain nombre de populations qui étaient jusque-là écrasées par le clientélisme, le paternalisme de l'administration. Donc voilà, je pense que un point de vue de gauche ou progressiste peut intégrer le fait que le marché en tant que tel n'est pas nécessairement, enfin que la régulation politique publique n'est pas forcément totalement libératrice et que parfois les mécanismes de marché peuvent avoir des vertus libératrices. Bon. Alors, plus fondamentalement, ce que je viens de dire est plus anecdotique et peut-être un peu plus vocation à provoquer, mais plus fondamentalement, le problème, c'est que je pense que la focalisation sur le néolibéralisme dans les études urbaines internationales en langue anglaise et l'érection du néolibéralisme en variable dominante conduit par certains aspects à renforcer le néolibéralisme et au contraire à inhiber les mécanismes de transformation alternative qui seraient à l'œuvre et qui n'arriveraient pas à la visibilité faute d'une attention critique, académique, universitaire, scientifique sur ces mécanismes-là. Alors c'est Wendy Lerner notamment qui depuis le début dit travailler sur le néolibéralisme c'est très bien, mais à force d'en faire une variable omnipotente, on a tendance à force de lui attribuer un pouvoir absolument sans limite, on a tendance à reconstruire, à perpétuer son hégémonie. Voilà. Alors, Rosan Vallon disait à peu près la même chose dans son bouquin sur l'histoire des idées en France, là, qui disait que voilà, à force de parler du néolibéralisme et de parler que de ça, d'abord on ne travaille pas à élaborer un projet politique alternatif, et d'une certaine manière, on nourrit la bête. Voilà. Donc il y a aussi cette critique-là, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement l'hégémonie de cette approche-là et de cette théorie-là a inhibé beaucoup de recherches permettant de repérer des émergences, des signaux faibles de paradigmes ou de programmes idéologiques qui pourraient participer à saper l'hégémonie du néolibéralisme. Et puis surtout, on a tendance à toujours voir le néolibéralisme comme quelque chose qui contamine le reste. Hein. Je termine par cette métaphore virale. Hein. Le néolibéralisme est toujours présenté comme un espèce de virus qui va faire muter à leur insu des institutions présentes, des idéologies déjà présentes. Et en fait, et le mécanisme n'est jamais inverse. C'est-à-dire qu'on on n'ouvre jamais la porte à quelque chose qui viendrait contaminer et dénaturer lui-même le néolibéralisme. Alors c'est peut-être à ça, je pense qu'il faut travailler aujourd'hui, et de fait, ça commence puisqu'on a de plus en plus de travaux aujourd'hui qui émergent sur la question du néo-municipalisme, de l'économie fondationnelle, des communs, etc., qui participent à dépasser cette focalisation un peu mortifère sur le néolibéralisme. Désolé d'avoir été trop long, je m'arrête là et bien entendu, je serais ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, vous pouvez départager votre écran pour qu'on puisse vous voir oh, c'est peut-être pas essentiel, mais je vais quand même départager. Non, mais si j'y arrive, je vais départager. C'est la petite croix à droite du micro. La petite croix à droite du micro. Et du coup, j'en profite pour donner la parole aux participants. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Jean-Yves aussi, tu veux prendre la parole pour commencer? Peut-être remercier Gilles pour cet exposé super clair sur des questions qui sont quand même compliquées, mais peut-être que tout le monde a besoin d'éclaircissement, donc voilà, qui commence. Alors, ça y est, Gilles, on te voit. J'arrive toujours. C'est bon. Ah, c'est bon, d'accord. C'est parfait. Ouais. Parfait. Et donc, je rappelle aux participants que la conférence est enregistrée, puisqu'elle sera proposée en rediffusion par la suite. Donc, vous pouvez ou intervenir en levant la main et en vous exprimant, ou par chat si vous préférez. Les deux options sont possibles.
Qui se lance? C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Je ne vois pas le PPT partagé, dit. C'est normal, il n'y est plus. Il n'y est plus. Ah non, il dit qu'il ne voit que le PPT partagé. Ah, Ah, mince. Ah oui. Non, mais je pense on que a c'est lu trop peut-être vite. plus le cas. Je ne vois pas la tête de Gilles. Ah. J'aimerais bien voir Ah. Gilles. Je vois pas. Bonjour Michel. Sympathique. Mais pourtant, il me semble que Je ne j'ai. sais pas, c'est peut-être mon ordinateur. Oui, parce que moi, je le vois. Bon. Je voulais bien poser une question, là. Allez-y, allez-y. J'en ai deux. La première question, c'est je voulais. Bon, c'est pas directement sur ton intervention que j'ai trouvé très, très synthétique et très intéressante et qui reprend un certain nombre de choses qu'il y avait dans le bouquin que tu avais dirigé avec Christelle. Et je voulais savoir quelle avait été la réception de cet ouvrage dans le monde académique de langue anglaise. Et puis, la deuxième question concernait une de tes collègues de Bordeaux, Barbara Stigler, qui avait écrit un livre que j'avais trouvé très intéressant sur le libéralisme et sur le néolibéralisme, et qui montrait comment, enfin je ne détaille pas, mais le succès du libéralisme venait de ce qu'elle donnait, il permettait de donner un sens à l'histoire. En fait, fonctionnait comme une idéologie un peu de substitution après les idéologies du XXe siècle. Merci Michel. Donc ta première question porte sur la réception de l'ouvrage dans le monde académique de langue anglaise. Tu parles du premier bouquin en anglais. Le bouquin avec Christelle, oui, parce Ouais. comme il a été publié il y a 3-4 ans, je pense Ouais. que tu vas voir. Écoute, alors, à vrai dire, je ne sais pas vraiment. Parce que, en fait, on a tiré du colloque sur la vie néolibérale à la fois ce bouquin paru chez Routledge et puis un numéro spécial de la revue Territory Politics Governance. Alors, voilà, l'un et l'autre commencent à être cités. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Par contre, j'ai pas vu de recension systématique parce qu'il y a de moins en moins de revues anglaises qui publient des recensions. Alors, j'ai pas fait de pointage systématique, mais il me semble pas avoir vu de recension, donc difficile de le dire. Ce que je peux dire, c'est que disons que il y avait dans le numéro de revue notamment deux articles assez critiques, encore plus critiques que je ne le suis moi-même, de Patrick Leguès et de Michael Storper, qui essayaient d'attaquer l'hégémonie des travaux sur la néolibéralisation. Patrick Le Gallès disant qu'il y avait derrière tout ça une logique de concept stretching et qui devenait problématique. Et Michael Storper, y voyant lui des délires idéologiques, etc., etc. Bon, en tout cas, je pense que le bouquin est arrivé à un moment où c'est cristallisé dans les études urbaines internationales une espèce de césure entre ceux qui s'appellent les radicaux, la géographie critique, qui insistent beaucoup sur les logiques d'urbanisation planétaire, d'urbanisation néolibérale, et qui poursuivent sur cette logique très structuraliste, et puis des approches plus sensibles aux acteurs, à la politique, et pour lesquels la variété n'est pas qu'une concession, mais voilà, qui reconnaissent véritablement l'existence de variétés, de formes de régulation, de paysages institutionnels. Voilà. Donc voilà, ça participe à structurer une controverse. C'est-à-dire que autant je trouve, je dis ça tout en restant très très modeste, hein, nous participons avec d'autres à la structuration d'une controverse. Mais aujourd'hui, disons qu'autant, voilà, à la fin des années 90, au début des années 2000, il y avait
un consensus pour dire que voilà, il y avait du changement qui était largement dans les villes, qui était largement lié à la transition post-fordiste, etc. Autant le fait d'attribuer ces transformations urbaines à une variable indépendante unique, la néolibéralisation a durci les positions et a permis que se structure une vraie, bon, à mon sens, hein, controverse autour de la manière dont à la fois dont on documente le changement, dont on le qualifie et la manière dont on l'explique. Entre, en gros, des approches d'un côté structuralo-marxistes, hein, mais que viennent aussi compléter des approches plus sensibles aux questions du postcolonial, du genre, etc. Donc des approches plus critiques et des approches plus nuancées qui accordent une place à la politique, à la diversité des formes de régulation politique. Voilà. Alors, sur ta deuxième question, Barbara Stiegler, bah oui, effectivement, on a failli faire un petit événement bordelais ensemble, puisque nos derniers bouquins sont à peu près parus ensemble, puis ça n'a pas été possible à cause de la pandémie. Alors, j'ai lu, j'ai parcouru Il faut s'adapter. Et donc, tu me dis qu'elle explique que le néolibéralisme permet de donner un sens à l'histoire. Alors, effectivement, sans doute que le problème ça me rappelle quelque chose que Eric Swinguedoux avait dit dans un colloque à Saint-Étienne sur autre chose, sur le développement durable, il y a bien des années, où il disait qu'en gros, le problème, c'est que face au néolibéralisme aujourd'hui, il y a peu de concurrents idéologiques. Il y a l'islamisme radical, fondamentalisme, il y a le communisme, il y a l'hypothèse communiste. Et aujourd'hui, il nous disait, l'écologie politique, le développement durable, ça ne forme pas une véritable idéologie. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on voit clairement aujourd'hui, c'est que effectivement, face au néolibéralisme porté, on pourrait dire en France par Macron, hein, qui est considéré par certains comme le dernier néolibéral, puisqu'à partout, on sera en train de dépasser le néolibéralisme, sauf en France, où on est seulement en train d'y venir. Et face au populisme de droite, et face au fondamentalisme, il n'y aurait pas d'autre option. Donc effectivement, le néolibéralisme serait peut-être un paradigme idéologique, l'un des rares paradigmes idéologiques disponibles, face auquel on a du mal à faire réexister une alternative idéologique progressiste. C'est pas très clair ce que je raconte. Non, si, c'est très clair. Non, simplement, c'est pas ça. Elle explique le succès du néolibéralisme pour ça, et elle est pragmatiste, donc elle propose l'alternative qui est celle de Dewey, de développer une politique pragmatiste pour contrer justement le néolibéralisme. Mais je pense que cette idée d'une idéologie de substitution, celle du milieu du XXe siècle, permettrait peut-être aussi d'approfondir l'approche critique que tu fais, en montrant que derrière, c'est pas que des dispositifs, c'est pas que des instruments, mais c'est aussi quelque chose qui fonctionne dans les têtes. Ouais. Alors ça pose aussi effectivement derrière ce que tu racontes et ce qu'elle raconte, il y a cette idée que derrière les paradigmes de sciences sociales, il y a des paradigmes idéologiques. Voilà. Je ne te la refais pas sur la naissance du socialisme et de la sociologie qui sont quasiment contemporains. Et donc, il y a effectivement cette idée que le boulot des sciences sociales, c'est de faire apparaître des paradigmes alternatifs. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, que je me suis beaucoup posée. C'est-à-dire qu'en gros, quand on travaille sur une critique du néolibéralisme comme je l'ai fait, avec un côté un peu cul entre deux chaises, à la fois ça m'intéresse et à la fois ça m'agace. Est-ce que je peux me contenter de la critique en disant le boulot des sciences sociales, c'est pas forcément de proposer, d'échafauder des big theories, c'est au contraire de donner à voir le caractère bigarré du monde social et le caractère très éparpillé, très non coordonné des mécanismes de changement, ou est-ce qu'au contraire c'est de donner à voir d'autres types de changements sociaux, de fabriquer un autre récit qui explique le changement social et qui permettrait de
transformer cette théorie du changement social en théorie politique. Voilà. C'est une grande question sur laquelle je me sens pas très armé et à laquelle j'ai du mal à répondre aujourd'hui. Est-ce que je peux me contenter de critiquer le néolibéralisme, la théorie du néolibéralisme? Est-ce qu'il faudrait que je fabrique une théorie de substitution qui serait articulée à une théorie politique? Je ne sais pas. Je suis très emprunté sur cette question et pas très armé pour me livrer à cette opération, à cette entreprise. Merci. D'autres prises de parole? Jean-Yves, ton micro n'est pas branché. Est-ce qu'on a d'autres questions, remarques? Je reprends la parole. Est-ce que Gilles peut nous envoyer une référence sur Malcolm Voice parce que nous sommes en train de travailler sur Steel, ça m'intéresse. Vous êtes en train de travailler sur quoi? Sur Steel à Saint-Étienne. Ah oui, c'est dans le bouquin, et je dois pouvoir te retrouver ça. Alors, je peux même mettre ça dans le. Je ne sais pas si je suis autorisé à faire ça, mais oui, vous êtes autorisé dans le chat. Ouais. Alors, comment je fais ça? Donc, dans le chat, je peux mettre. Oui, je peux mettre copier-coller. Je peux faire copier-coller d'un PDF aussi? Oui, bah, si ça marche, ouais. Ok, j'essaye. Hein. En attendant, je vais peut-être te poser une petite question, une remarque que je me suis faite en lisant le bouquin et en t'écoutant. C'est-à-dire, il n'y a pas de lien entre. Pourtant, il y a beaucoup de marxistes qui parlent du néolibéralisme, etc. Ils ne font pas beaucoup de liens avec les questions productives, et notamment un des grands changements qui ont eu lieu simultanément à cette apparition de ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui est toute l'économie numérique et les transformations que cette économie a opérées à la fois dans le monde on va dire industriel, du travail, etc., mais également dans toute la partie qui est le monde privé, enfin, la vie quotidienne des gens. Et est-ce qu'il y a du travail, des travaux qui sont conduits là-dessus, sur cette concomitance, ou s'il y a des corrélations ou pas parce que je pense quand même que la diffusion de ce qu'on pourrait appeler une idéologie, c'est pas faite sans support et sans appui et sans efficacité technique. Est-ce que tu peux une efficacité directe, mais Est-ce que tu peux revenir sur le début de ta question, parce que j'étais occupé cognitivement à essayer de copier-coller le lien, donc mon attention était flottante. Tout simplement, s'il y a un lien entre des transformations. Enfin, en gros, pour aller vite, il y a eu une révolution aussi pendant cette même période qui correspond au néolibéralisme, qui est ce qu'on pourrait appeler la révolution numérique, c'est-à-dire le fait que l'ensemble de la société s'est énormément numérisé, si on peut dire, et notamment avec des transformations dans le champ de la production, dans le champ des échanges, dans le champ des marchés, sur le biais de l'information, y compris dans la façon dont le marché fonctionne et le marché financier, le marché boursier, etc. Tout ça n'est possible que s'il y a une infrastructure technique extrêmement efficace et qui fait que, même si c'est de l'idéologie, une certaine vérification de l'efficacité grâce à ces opérations techniques. Et ça serait intéressant. Est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont essayé de montrer ça, ou qui ont montré cette articulation, ou peut-être que cette articulation est totalement fausse et issue de ma seule pensée têtue. Alors, il me vient rien en tête spontanément. Ce que je peux te répondre, c'est que il y a dans les premiers travaux dans lesquels s'enracinent les travaux sur la néolibéralisation, voilà, il y a la référence aux travaux sur la transition post-fordiste.
Bon, alors vous les connaissez, ces travaux, c'est cette idée que on sort de la production de masse, on passe à des logiques de production fondées sur la diversification, fondées sur l'introduction de l'accélération du rythme de l'innovation, qui nécessite de plus en plus d'intrants cognitifs dans le processus de production, etc., etc. Donc tout ça potentiellement, enfin c'est comme ça que moi je ferais le lien, participe à fabriquer de nouvelles subjectivités. Alors là, je te parle pas de l'infrastructure technique, hein, je te parle plutôt de l'infrastructure productive, la manière dont est transformée la production avec tous les récits, voilà, sur l'accumulation flexible, etc. Porte en germe des logiques à la fois du côté du producteur, appelé de plus en plus à mobiliser sa créativité, sa personnalité, et à la fois du consommateur. Tout ça participe à produire des subjectivités beaucoup plus isolées, des grands collectifs de la classe, de la collectivité de travail, etc., etc. Donc là, je te réponds pas tellement sur l'infrastructure technologique, comment tout ça aurait permis, mais voilà, il y a des logiques dans l'organisation de la production qui ont sans doute fabriqué des subjectivités plus réceptives vis-à-vis du paradigme néolibéral. Est-ce que je réponds à ta question, Jean-Yves? Jean-Yves, ton micro que tu avais désactivé. Alors, tu ne réponds pas tout à fait à ma question, mais je pense que c'est lié c'est là où il y a sans doute quelque chose à construire en termes de discussion et de controverse sur ces questions, on va dire, politiques, économiques. C'est l'oubli ou la difficulté qu'on a à réintroduire les fonctionnements techniques, mais les plus primaires, voilà, qui font qu'on a quand même changé de monde. C'est-à-dire la production aujourd'hui, pouvoir produire en Chine de manière, comment ça s'appelle, délocalisée, ça ne se fait pas sans un appareillage et une infrastructure mondiale qui est absolument, entre guillemets, colossale et sur laquelle des gens se sont appuyés et qui peuvent être même dans une certaine modalité anti-néolibérale. Ça ne les dérange pas absolument. Donc, voilà. Et je pense notamment aux travaux, tu sais, qui ont été. Alors, je crois que c'est. Moi, je me souviens surtout, ma référence, c'est Stigler, mais je pense aussi à. Je ne sais jamais son nom, là, le polytechnicien génial là, qui parle d'urbanisme tout le temps. Bon, ça me reviendra. Qui parle non, pas Picon. Vels. Vels, voilà. D'hyper-industrialisation. Tu sais, le fait que nous sommes dans un monde où la question de la production, du numérique, du culturel, etc., sont totalement liées, que les séparations ou les vieilles séparations entre public, privé, espace public, espace privé, sont très, très, très poreuses. Donc, voilà. Mais pour répondre voilà, typiquement, Vels est quelqu'un qui ne parle jamais de néolibéralisme. Il est dans cette perspective qui essaie d'expliquer le changement. Il partage avec les géographes radicaux un certain nombre de constats et d'analyses jusqu'aux années 2000. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, il faut intégrer dans nos réflexions sur les transformations des villes le constat d'une nouvelle division internationale du travail, constat d'une nouvelle division internationale de la production, de la consommation, etc., qui procède à la fois de changements technologiques, de changements dans l'organisation des firmes, mais lui ne va jamais. Pour lui, ces transformations procèdent et Michael Storper dira la même chose, procèdent d'ajustements pragmatiques à des problèmes de production et ne procèdent jamais d'un schéma idéologique que un certain nombre d'acteurs ont pensé, ont voulu appliquer. Voilà. C'est là que les analyses divergent totalement. C'est-à-dire que effectivement c'est ça qui c'est ce qui m'intéresse dans le fait de prendre en charge les deux choses. C'est-à-dire que jusqu'où on peut tenir l'idée qui est tenue par Vels, etc., que ces changements technologiques ont leur propre logique,
Alors, les changements d'organisation de la firme, les changements logistiques ont leur propre logique qui échappent totalement à un quelconque projet politique. Bon. Là-dessus, je suis assez partagé. Mais je serais plutôt du côté de Storper et de Vels. Mais après, oui, après, je ne sais pas s'il y a des travaux qui récupèrent justement qui prennent appui sur. Il y a un micro d'ouvert encore. Qui prennent appui sur des transformations matérielles. Par exemple, on pourrait prendre les containers, enfin, voilà, le développement de quelle manière le développement du système des containers, la logistique par container, est-elle contemporaine ou pas de la globalisation néolibérale? Je sais pas. Bref, je connais pas les travaux, j'ai pas lu les travaux qui ont fait ça. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai pas répondu à ta question parce que je ne sais pas s'il y a des travaux qui font ça. Je subodore que voilà, il y a plutôt des travaux de gens qui ont une perspective à la Vels, qui vont plutôt rester centrés sur le changement technique, productif et la manière dont ils changent le rapport des activités productives au territoire. Et puis des approches qui, elles, vont faire le parti de voir derrière toutes ces transformations un paradigme. Il y a 2 personnes. Et un projet politique. Monsieur Paul Citron voulait prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence. Vraiment, enfin voilà, qui me paraît très éclairante et enfin voilà, qui montre bien, à mon avis, la finesse d'une pensée du néolibéralisme qui accepte son existence sans non plus effectivement le voir comme omnipotent. Ma question justement porte là-dessus, sur ces signaux faibles que vous avez évoqués en conclusion, enfin dans votre dernière partie, qui pourraient finalement inverser la contamination et qui aujourd'hui apparaissent à la fois dans la société civile, dans les gouvernements locaux, mais aussi même dans l'appareil d'État, avec tout un tas de politiques, y compris nationales, qui parfois sont contradictoires, se contredisent et cherchent à donner de la place aux signaux faibles, tout en continuant, disons, un travail de fond qui effectivement est très concordant avec les thèses néolibérales. Donc, est-ce que, du coup, ma question, c'est est-ce que une telle... qu'est-ce que vous pensez d'une telle contradiction qui parfois existe au sein des mêmes institutions et à partir de quel moment on peut penser que une tendance existe, ou alors est-ce que, à partir de quel moment la multiplication de ces signaux faibles devient une tendance? Est-ce que ça passe forcément par le politique, ou est-ce que le simple fait de le voir et de le théoriser donc par les sciences sociales peut même suffire? Par où ça commence en gros? Est-ce que c'est par l'écologie politique? Voilà. Je ne sais pas si ma question est très claire. Si, mais elle est très, très, très complexe. Donc, effectivement, à partir de quand on peut considérer que le néolibéralisme fait système et a un impact sur le stock des institutions tel qu'on peut parler qu'on est passé dans l'ère néolibérale, et à l'inverse, est-ce que l'économie sociale et solidaire pourrait contaminer les institutions, modifier les institutions, et à partir de quand pourrait-on considérer qu'on bascule dans autre chose? C'est très compliqué, mais et puis surtout la question, c'est de savoir à quelle échelle on regarde. Parce que par exemple, si vous avez des velléités au sein d'une ville ou même au sein d'un État de faire une place, par exemple, à l'économie sociale et solidaire, donc une pratique de marché qui ne serait pas gouvernée par la recherche du profit, mais par la volonté d'entretien des communs, de créer du lien social, etc. Si cette réalité, elle est patente, comment peut-elle renverser une dynamique, un équilibre des forces, dès lors que, à une autre échelle, celle de l'Union européenne, par exemple,
le dogme de la libre circulation, le dogme de la lutte contre les déficits demeure dominant. Donc ça, effectivement, c'est très compliqué et j'ai pas vraiment la solution parce que je pense que c'est très, très arbitraire de décider à partir de quand, par exemple en France, on a basculé d'une approche plutôt keynésienne à une approche plutôt néolibérale. C'est très compliqué. Est-ce que c'est le tournant de la rigueur en 83? Est-ce que c'est autre chose? Dans un des papiers qu'on a fait sur les établissements publics d'aménagement, on essaye justement de s'attaquer aux approches, aux théories sur la néolibéralisation en montrant que contrairement à la vision avant-après, qu'on tendance à fétichiser les travaux sur la question en langue anglaise, en France, c'est très compliqué de voir un avant et un après. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on avait travaillé sur les établissements publics d'aménagement et on avait on avait montré que les établissements publics d'aménagement, ils naissent comme des outils plutôt d'urbanisme keynésien pour fabriquer les villes nouvelles, et en même temps celui qui est créé pour aménager la défense, il est objectivement créé pour susciter l'émergence d'un secteur de l'immobilier de bureaux privé en France pour concurrencer le secteur de l'immobilier en Grande-Bretagne. On est quasiment. Enfin, est-ce qu'on est dans du développementalisme ou du néolibéralisme? C'est compliqué à dire. Donc voilà, c'est une question très compliquée à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. Peut-être que justement, du coup, il faut être un peu plus prudent et plutôt que d'identifier l'impact sur un stock d'institutions de tel ou tel courant, plutôt documenter la manière dont ces différents courants qu'il faut au préalable essayer de distinguer, comment ces différents paradigmes impactent la manière dont sont conçues les politiques publiques. Voilà. En ce moment, là, en France, on est en train de revoir apparaître un intérêt pour l'aménagement du territoire après à travers la création de cette nouvelle agence nationale de la cohésion des territoires, un certain nombre de programmes qui visent plutôt les villes moyennes, etc. Bon, est-ce que c'est uniquement un outil de gestion de crise qui permet de masquer plutôt la continuation d'orientation des politiques publiques, plutôt orientée vers la métropolisation et l'attractivité des territoires, ou est-ce qu'il y a quelque chose de... Bon, c'est très compliqué. Voilà, donc... alors, par contre, il y a quelque chose qu'il faut regarder, c'est comment ces paradigmes-là commencent à s'institutionnaliser dans des programmes d'action publique, dans des modalités de distribution de l'argent public, dans des modalités de régulation. Voilà. Et ça, je pense que c'est un travail très fin à faire et qui débouchera sans doute sur des résultats qui varieront d'un territoire à l'autre, d'un secteur à l'autre. Bon, encore une fois, je suis désolé, j'en suis réduit à donner des réponses très insatisfaisantes, très partielles. Dominique Chevalier voulait intervenir. Voilà, ça y est, j'ai caméra et micro. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors, vous venez de répondre en très grande partie à la question que je voulais poser. Donc, mais en revanche, j'en ai peut-être une deuxième. Dans votre intervention, vous avez évoqué la question des politiques urbaines qui étaient obsédées. Alors, si j'ai bien compris et si j'ai bonne mémoire, par les cadres, puis par les classes créatives. Alors, est-ce que ça veut dire que vous faites, comment dire, une chronologie? Ça voudrait dire qu'il n'y a plus les cadres, même les classes créatives, est-ce que ça a si bien marché que ça? Voilà, alors j'aurais bien aimé vous entendre à ce propos. Je vous remercie. Hein. Ouais, enfin, merci pour votre question. Pour moi, c'était surtout cette idée voilà, il y a dans les politiques urbaines néolibérales une dimension de sélectivité, c'est-à-dire qu'elles sélectionnent, bon, en tout cas c'est la théorie qui le dit, elles sélectionnent à la fois les lieux qui sont les plus stratégiques sur lesquels il faut mettre l'accent en matière de régulation de l'urbanisme, d'accélération de l'urbanisme, et puis elles sont aussi sélectives sur des groupes sociaux. On va avoir tendance à cibler certains groupes sociaux, les besoins de certains groupes sociaux plutôt que d'autres. Et donc, on peut voir derrière les stratégies de peuplement, on en parle souvent pour qualifier surtout les stratégies de peuplement des bailleurs sociaux, mais on peut considérer aujourd'hui que
les villes dans leur ensemble ont des stratégies de peuplement, que les opérateurs des grands projets d'aménagement ont des stratégies de peuplement, ciblent des groupes sociaux. Alors parfois le justifier en disant on va construire des logements pour tel type de groupes sociaux, tel type de ménage, parce que c'est là que le besoin se fait, mais on peut aussi voir derrière ça des espèces d'algorithmes du développement économique, c'est-à-dire que ce sont ces groupes sociaux-là qui sont derrière le développement économique. Je prends juste un petit exemple, je me baladais un jour avec un cadre de l'établissement public d'aménagement Euratlantique à Bordeaux, sur une partie du site dont le PA avait la charge, qui était encore occupée par des entrepôts, des petites industries, etc. Il me disait, tu vois ici, on a encore des bras, mais nous, on n'en veut plus des bras, on veut des cerveaux. Voilà. Donc, voilà, donc il y a plein de manières d'objectiver ça. Il y a dans l'esprit des aménageurs et des édiles cette idée que certains groupes sociaux, alors non seulement sont plus générateurs de recettes fiscales, ça c'est assez classique, mais au-delà de ça, sont aussi plus cruciaux dans l'activation, dans la constitution d'un terreau favorable au développement économique. C'est vrai, comme de plus en plus, il y a toutes les théories du capital humain qui ont débarqué, consistant à dire que voilà, ce qui fait la croissance d'une ville, ce qui fait sa prospérité, c'est pas uniquement son capital en entreprise présente, mais son capital humain, le nombre de personnes diplômées, le nombre de personnes travaillant. Voilà. On a vu de plus en plus une attention pour un certain nombre de groupes sociaux censés être au cœur du développement économique. Et après, quand je disais voilà les cadres, ensuite les classes créatives, alors est-ce qu'il y a une chronologie? Oui et non, c'est-à-dire que bon, avant que Florida débarque avec les classes créatives, c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à viser les secteurs voilà les emplois métropolitains supérieurs, donc tous ce que les Américains appellent fire, finance, insurance, real estate. Et puis après, il y a une version de gauche, celle de Florida sur les classes créatives, consistant à dire que non seulement ce sont les cadres de la finance, les chercheurs qui sont utiles au développement économique, mais attention, les hipsters, les beatniks et les artistes et les gays sont aussi ultra importants. Voilà. Donc on a eu un déplacement, mais c'est plus un élargissement du spectre des acteurs réputés moteurs du développement économique urbain qu'un déplacement. Voilà. Puis aujourd'hui, on est dans une phase où de contre-coup, de backlash, où voilà, on commence à se réintéresser à nouveau aux premiers de corvée. Et c'est assez intéressant parce que voilà, le fait même qu'aujourd'hui, dans un programme comme PopSu, on commence à prendre au sérieux ce que disait Ludovic Albert dans son petit bouquin sur l'avantage métropolitain, qui disait en gros, il faut arrêter de penser qu'une économie métropolitaine n'est faite que de cadres et de classe créative. Elle est aussi faite voilà, de tout un tas de professions moins rémunérées, moins qualifiées, qui sont tout aussi importantes. Mais ça veut dire que si on repose objectivement cette question-là, c'est-à-dire qu'avant, on avait quand même ces stratégies de peuplement clairement en tête. Votre micro n'est pas branché, Madame Chevalier. Oui, merci. Bon. Effectivement, j'imagine que c'est mieux comme ça. Ouais. Oui. D'autant que la pandémie est venue sans doute modifier un peu ces questions-là, quoi. Parce que effectivement, heureusement qu'il y a eu aussi des bras pendant la période qu'on vient de traverser, quoi. Parce que nos cerveaux, on ne pouvait pas non plus faire fonctionner tout. C'était nécessaire, mais. Voilà. Mais ça, pour revenir aux questions précédentes, c'est intéressant parce que ça fait un moment qu'on en parle, qu'on commence à. Il y a eu d'abord cette idée de ne plus uniquement regarder le haut du panier, mais regarder aussi les sous-tiers de la métropolisation ou de la ville compétitive. Il y a eu d'abord la ville de Londres qui avait commencé à réfléchir à ses key workers. Donc en gros, voilà, il se posait la question de savoir où on pouvait loger les policiers, les instituteurs, les infirmières dans une ville qui objectivement ne permettait plus à ces gens-là de se loger. Je me rappelle à Lyon, quand j'étais à Lyon, on avait travaillé pour une enquête dans laquelle on avait été impliqué par des collègues italiens qui travaillaient pour la Chambre de commerce de Milan, qui s'intéressaient à la manière dont les politiques urbaines s'intéressaient aux jobs of good quality. Alors on avait du mal à comprendre ce qu'ils avaient en tête, mais en gros la Chambre de commerce s'intéressait à la place que pouvaient avoir dans les économies métropolitaines les emplois moyens, c'est-à-dire à la fois correctement rémunérés et moyennement qualifiés. Et donc
Et puis aujourd'hui, ça débouche sur des réflexions sur les communs, sur l'économie alors ce qu'on appelle la foundational economy, c'est en gros toutes les réflexions sur la manière dont on pourrait reconsidérer les économies métropolitaines à partir de tous les fonctionnements économiques de base qui sont pas très flashy, mais qui sont essentiels à une économie urbaine. Voilà. Et donc on voit bien qu'il y a, alors ça, pour revenir sur la question des signaux faibles, on voit bien ça et là quand même qu'il y a un dépassement qui est en germe depuis un moment des théories du ruissellement. Voilà, parce qu'en gros, on reconsidère la manière dont une économie métropolitaine est aussi fondée sur des mécanismes, des marchés fondamentaux, des activités de base. Voilà. Est-ce qu'on a une dernière question ou une conclusion peut-être rapide par Jean-Yves? Je ne sais pas. Ah non, la conclusion, c'est que j'y. Enfin, si, je peux peut-être. Enfin, si, il y a peut-être quelqu'un. S'il y a une main levée, c'est Robert. Ah oui. Ouais. Bonjour Robert. Je dis ça parce qu'on se connaît. Hein. Oui. Bonjour, oui. Bonjour Gilles. Bonjour. Voilà, je pense que merci pour la présentation. Je suis impressionné. Et c'est étrange pour moi de parler de Lyon cette fois-ci, pas de Pologne. Et donc, je pense qu'en partie, tu as répondu déjà à ma question, mais je voulais quand même le confirmer. C'est-à-dire, je voulais savoir dans quelle mesure la période que nous vivons maintenant, je parle bien évidemment de la pandémie, elle peut contribuer à la décomposition de cette omniprésence, omnipotence de la conception néolibérale. Donc, à nouveau, je parle de ce signal faible sur lequel je travaille un petit peu actuellement à Lyon, ou au contraire, en fait, la question de la récession ou de ralentissement peut, au contraire, en fait, renforcer ces tendances, puisqu'il faudra reconstruire l'économie, il faudra relancer, et donc finalement, au centre, peut-être, serait placé à nouveau l'activité marchande. Merci. Merci Robert. Moi, je suis toujours un petit peu méfiant parce que à chaque moment de grande crise du néolibéralisme, on pense que le monde d'après va être un monde radicalement différent. Et finalement, il n'est pas si différent que ça. Donc, on nous a fait le coup avec la crise financière de 2008 où on pensait qu'on allait justement pouvoir sortir des excès de l'économie néolibérale financiarisée. Et puis en fait, on a eu une nouvelle vague encore plus forte de néolibéralisme sous une forme austéritaire. Donc ça a été en Grande-Bretagne, et ça concerne directement les gouvernements urbains. Le gouvernement Cameron, conservateur, entre 2010 et 2020, prévoit de réduire de moins 60% les transferts vers les grandes villes britanniques qui sont plus que les villes françaises dépendent des transferts de l'État. Donc la réponse à la crise précédente du néolibéralisme, ça a été plus d'autorité, plus d'austérité et plus de néolibéralisme. Ça s'est traduit aussi par la crise de la dette publique, les assauts sur la souveraineté de la Grèce, etc. Donc moi, je suis quand même un petit peu circonspect. Donc alors, c'est vrai que là, il y a quand même des exemples de crises qui ont fait basculer les choses, mais je serais quand même. Je pense qu'il faut faire dans l'analyse du changement et dans le reversement de paradigme la place autant à des signaux faibles et silencieux sur lesquels justement il faut mettre le projecteur plutôt qu'à un grand traumatisme qui ferait basculer les choses, quoi. Alors ça peut arriver, et on a eu des exemples de guerre qui faisaient basculer les choses, mais je ne suis pas sûr que les crises soient toujours synonymes de renversement de paradigme. Donc, il ne faut pas évacuer cette hypothèse, mais je pense qu'il ne faut pas non plus évacuer l'hypothèse de changement qui procède non pas par des à-coups liés à des crises, mais plutôt par des transformations plus profondes, induites par des mouvements plus silencieux qui traversent la société. Et l'écologie politique, je vais les reciter, l'écologie politique, le mouvement autour des communs, le néo-municipalisme, voilà. Et en même temps, on voit toujours que même ces mouvements-là, il y a des phénomènes de backlash, de retour de bâton, de retour de manivelle très fort. Enfin, on voit en Espagne comment
après 10 années de gouvernement néo-municipaliste plutôt anti-néolibéral à Madrid, on a un retour de la droite assez fort. Voilà, ce qui veut dire que ça m'amène à poser une autre question, c'est-à-dire que est-ce qu'on met derrière le néolibéralisme, c'est pas plutôt parfois la droite plus généralement. Bon, voilà, je m'arrête là. Merci Gilles, félicitations encore. Je t'en prie, merci à toi. Une dernière de Der. Apparemment non. Voilà pour toi, Jean-Yves. Gilles, il nous reste à te remercier. Ouais, c'était vraiment intéressant parce que moi, je crains toujours, tu sais, enfin, c'est des discussions qu'on avait il y a quelques temps, c'est les ismes, tu vois, néolibéralisme, communisme. On a tellement eu maille à partir dans les années 70 autour de ces ismes et de leur lutte et des grandes divisions qui se rentraient qu'on n'a pas vu du tout arriver les changements. Et donc, je fais partie de la catégorie des méfiants. Donc, moi, j'ai plutôt lu la partie très critique du néolibéralisme que tu nous as fourni et que je trouve est très, très riche. D'abord parce qu'elle est sage et pas du tout violente, c'est-à-dire qu'elle essaie de reconsidérer. Ça, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et puis peut-être, ça serait bien, là c'est peut-être des tropismes, de voir aussi la partie des grands changements à la fois technologiques, mais j'aime pas le mot technologique, moi, des vrais changements techniques, c'est-à-dire qu'on a changé de monde et de registre technique dans nos modes de faire, d'être, et je pense que ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants dans les bouleversements contemporains, y compris dans la manière dont la crise aujourd'hui, elle est vécue par rapport à la question qui t'était posée à l'instant. C'est-à-dire que vraiment là, on voit des modes de faire qu'on n'a jamais vus jusqu'à présent, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan de la circulation de l'information, des controverses autour du virus, de la modalité d'organisation de la société en état de crise, des revirements même de certains néolibéraux, enfin tout du moins que tu qualifies de porteurs de néolibéralisme, la manière dont ils ont transformé ou ils retravaillent à la fois le monde économique et politique. Je pense que là, ça ne peut se faire que s'il y a des vrais grands changements qui permettent des lectures assez rapides, évidentes, des conséquences selon que tu bouges des masses financières, etc. J'imagine que là, il y a des superstructures, je reste très marxiste de ce point de vue-là, des infrastructures qui dominent largement les effets de superstructures, justement. Voilà. Bon, je peux te dire en t'écoutant, bien entendu. Okay. Ben merci de l'invitation, merci de votre écoute et merci des questions.